Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons maintenant recevoir Monsieur Kwasi Jean-François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant en communication à l'ONG GrandeEcole.net et vous êtes là pour nous parler donc des TIC, des TICE bien sûr, qui est une révolution pour l'éducation. Mais avant, souffrez que je vous donne lecture de ce communiqué donc de l'association des secrétaires et assimilés de la RTI, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la secrétaire. L'association vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la conférence qu'elle organise sous la présidence de Monsieur le directeur général de la RTI, Monsieur Akassaye Lazare, le mercredi aujourd'hui donc, à partir de 8h30 à la salle de conférence au 4e étage du bâtiment administratif. Et justement, pour en parler, nous recevrons dans quelques instants Madame Kamagaté Djenabo, épouse d'Ombia, et Mademoiselle Delphine Lououré pour nous parler de cette journée internationale de la secrétaire, ce qu'elles feront, et on parlera surtout de leur métier. Alors, Monsieur Kwasi Jean-François, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. Le réveil n'a pas été trop difficile, vous êtes un habitué maintenant de ce plateau. Ah, oui. Et vous êtes là pour nous parler donc des TICE, donc une révolution pour l'éducation. Oui, les TICE, encore appelés TIS, Technologie de l'information et de la communication à l'école. Eh bien, nous avons assisté depuis le début de cette année scolaire 2012-2013, l'entrée de cette discipline dans le système éducatif ivoirien. Et il y a une cinquantaine. À partir de quelle classe déjà? À partir de la maternelle. À partir de la maternelle okay. Déjà, voilà, cette discipline est enseignée dans une cinquantaine d'établissements, voilà, qui sont donc des établissements pilotes, qui ont été sélectionnés en tant qu'établissements pilote pour cette année, et nous espérons que déjà dès l'année prochaine tous les établissements pourront donc faire cette discipline-là. Et dans tous les cas, les moins de 20 ans aujourd'hui, élèves et étudiants sont nés en même temps que les nouvelles technologies. La génération, voilà justement. Et donc c'est en fait cette raison qui a poussé les premiers responsables de l'éducation nationale à insérer ce programme-là à l'intérieur du programme scolaire général, qui est d'ailleurs très lourd à l'heure actuelle. Eh bien, cela a été fait simplement parce qu'on a constaté que les technologies de l'information et de la communication sont assez importantes dans l'éducation des enfants, puisque d'ailleurs la finalité de cette discipline-là, c'est en fait de donner des connaissances de base d'éthique au niveau du préscolaire, au niveau du primaire également, et au niveau du secondaire premier cycle. D'accord. Est-ce qu'on a un petit bilan? Vous pouvez faire un petit bilan? Comment les enfants réagissent? Nous n'avons pas encore de bilan avec des statistiques parfait, mais il y a le fait que les enfants réagissent assez bien, parce que ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Vous savez, à Abidjan ici, c'est toujours facile pour tous les enfants de se retrouver face à l'ordinateur, aux différents outils des technologies de l'information et de la communication. Dans certains points, ce n'est pas évident. Certains lieux, ce n'est pas évident. Dans certains lieux, ce n'est pas évident, surtout à l'intérieur du pays. Ce n'est pas du tout évident, puisque les enfants peuvent au cours de leur cursus scolaire, ne jamais avoir accès à l'ordinateur, même à Internet. Je me souviens bien qu'à notre époque, nous avons touché à l'ordinateur seulement lorsque nous étions en terminale. Et donc, ça n'a pas été du tout facile, avec des enfants qui vont s'asseoir devant l'Internet, devant l'ordinateur pour naviguer ou faire des recherches. Ils n'ont aucune notion de l'ordinateur, ils n'ont aucune notion de l'Internet, ils ne savent pas comment travailler, alors qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une ère numérique et tout le monde devrait s'y attacher. Alors donc, hormis donc les statistiques qui devraient confirmer ou infirmer le fait que cela cela marque les enfants et qu'il y ait un intérêt, il vous revient que les enfants portent un intérêt assez intéressant à l'introduction de ces TIC-là. Et d'ailleurs, oui, en plus d'eux, il y a aussi les parents qui ont d'ailleurs reconnu l'importance des TIC, surtout à ce niveau de la scolarité, là, puisque c'est là qu'il faut vraiment inculquer aux enfants les technologies de l'information et de la communication, à l'école surtout. Et les enfants sont vraiment intéressés par cela, simplement parce que on ne peut pas, en fait, rester à ce niveau archaïque, je dirais archaïque, entrif bien sûr. Très basique, à ce niveau, voilà, l'éducation est en train de devenir vieillissante ici en Côte d'Ivoire, donc il faut s'adapter à cette éducation numérique qui est en fait prônée par. D'accord. Alors ce n'est pas tout donc d'instaurer les TICE au niveau déjà on va dire de la maternelle, du préscolaire. Il faut tout un enseignement pour que l'enfant déjà au bas âge puisse savoir comment l'utiliser, puisqu'on sait très bien qu'il y a des déviations. C'est juste. Et d'ailleurs, on met beaucoup l'accent dans les programmes, on met beaucoup l'accent sur les habiletés, qui sont les plus petites unités cognitives que puisse avoir l'enfant au terme de l'apprentissage.
Et on met également l'accent sur les contenus d'enseignement. Eh bien, donc, c'est tellement clair. À la fin du cycle, par exemple, quand on prenait le cas de la maternelle, comme cela figure sur le tableau là, à la maternelle, à la fin du cycle de la maternelle, l'enfant sera à mesure donc d'avoir des compétences qui vont lui permettre d'identifier les différents composants du système informatique. C'est-à-dire, il saura ce que c'est que la souris, ce que c'est que le clavier. Déjà, c'est une initiation. Très bien, une initiation, pareil, déjà. Au primaire, ce sont les mêmes profils de sortie. Mais en plus de cela, il pourra aussi utiliser correctement les dispositifs de pointage et de saisie. Il saura également utiliser les périphériques à sa disposition, tels que l'imprimante, le scanner, les CD, les DVD-ROM. Il pourra produire des documents numériques simples à la fin de son cycle. Il pourra aussi rechercher l'information sur les supports numériques, tels que les dictionnaires numériques et les encyclopédies sur support CD et CD-ROM. C'est-à-dire on l'amènera à travailler de façon consciencieuse et professionnelle. Alors, est-ce qu'on mettra l'enfant en garde afin d'éviter donc tout ce qui est comme voilà, site malveillant, la pornographie et autres? Bien évidemment, puisque son travail sera suivi par celui qui lui dispense les cours, par son enseignant. D'accord, mais hormis l'enseignant, à la maison, oui, à la maison, il pourrait déjà avoir accès, puisque déjà habitué à manipuler, avoir accès à l'ordinateur. Oui, bien sûr. Comment faire pour que cet enfant-là puisse déjà, tout de go, tout seul, faire attention, avoir un libre arbitre qui lui dise, attention, celui-ci, ou le site sur lequel tu t'envoies mon petit bonhomme, n'est pas recommandé pour ton âge. Voilà. Oui, ça c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cela revient en fait aux parents de veiller à la navigation de leurs enfants sur Internet. Et d'ailleurs, dans les programmes qui ont été fournis par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les enfants n'ont accès à Internet dans leur formation que lorsqu'ils sont au secondaire. Donc, à la maternelle et au primaire, ils n'ont pas accès à Internet. C'est juste leur... justement, leur apprendre... L'apprentissage des outils. À manipuler l'ordinateur, comment travailler avec l'ordinateur sur des supports spécifiques, tels que les CD, les DVD-ROM, comment saisir des textes simples ou avec des images. Voilà, c'est cela qui leur est imposé. Et au secondaire, ils pourront apprendre à envoyer des courriers par email ou alors faire des recherches sur Internet. Voilà. Donc, c'est des mesures qui sont assez intéressantes puisque ça va permettre à beaucoup d'enfants d'apprendre déjà dès le bas âge à manipuler cet outil-là qui est l'ordinateur. Et ainsi, quand ils sortiront du secondaire, ils pourront donc se débrouiller tout seuls. Parce que quand on voit les étudiants à l'heure actuelle, vous constatez qu'il y a tellement d'étudiants qui ne savent même pas comment saisir un texte. Ils ne savent pas ce qu'on appelle traitement de texte. Et ils sont tout le temps en train d'avoir recours à d'autres personnes pour soit saisir leur mémoire de recherche ou même leur rapport de stage. Il y a des étudiants qui étudient l'informatique et le développement d'applications qui ne connaissent rien de l'ordinateur ou encore système électronique qui ne connaissent absolument rien de l'ordinateur. Et donc, c'est assez complexe dans cette société qui est irriguée par le numérique. Voilà, c'est assez complexe. Donc, le fait qu'il y ait cette nouvelle mesure qui inculque donc le numérique, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication à l'école aux enfants, est la bienvenue. Parce que là, au moins, ils auront cette chance-là de découvrir le plus tôt. Je veux dire, en même temps, c'est un impératif. Hein. Oui, c'est un impératif. En ce siècle, en ces moments-ci, nous avons donc un objectif, être un pays émergent à l'horizon 2020. Ça fait partie du basique, en fait, des préliminaires à ce que, une fois que les TIC sont maîtrisés, on peut avoir la transformation, de la création des usines, parce que voilà, tout va très vite. Oui, donc, puisque d'ailleurs, lorsqu'on parle de pays émergents, il s'agit de pays industrialisés. Exactement. On ne peut pas être industrialisé et ne pas maîtriser la technologie de l'information et de la donc ça va de soi. Oui, voilà. vraiment. Et en fait, l'intérêt serait maintenant de faire en sorte que les enseignants et les parents puissent mettre un cadre afin que ces enfants-là, grandissant, puissent éviter les esprits malveillants sur la toile qui pourraient donc les attirer dans des situations qui seraient très fâcheuses pour leur avenir. Parfaitement. Et les enseignants eux-mêmes devraient être concernés, ils devraient se sentir concernés par cette mesure-là. C'est vrai, les programmes concernent à l'heure actuelle uniquement les élèves, mais les enseignants eux-mêmes devraient se sentir concernés par cette mesure-là. Parce que vous savez, quand les enseignants ont recours à l'ordinateur ou à l'outil informatique en général,
eh bien, c'est simplement pour enregistrer les notes et les moyennes de leurs élèves. Voilà, ou alors s'ils s'y rendent, c'est juste pour aller sur les sites, sur les réseaux sociaux ou sur les médias sociaux, juste pour regarder quelques vidéos, quelques images ou échanger avec quelques amis. Alors qu'ils ne savent pas que les réseaux sociaux et les médias sociaux sont de véritables outils pédagogiques qu'ils pourraient utiliser pour échanger avec certains enseignants de leur... C'est-à-dire, lorsqu'on part, déjà identifier le besoin, lorsqu'on part sur la toile, qu'est-ce que je vais y faire? C'est cela justement. Parce qu'il y en a qui vont sur la toile que pour, comme on dit, chatter avec leurs amis sur les réseaux sociaux, alors que c'est un outil de documentation. Vous avez de la lecture, vous pouvez, comme on dit en anglais, vous update dans votre domaine avec les technologies de l'information. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller faire une formation pour, voilà, vous mettre à niveau, bah écoutez, vous avez tout sur la toile. Les cours peuvent se préparer exactement. À partir de l'ordinateur. Si vous avez la connexion Internet, vous pouvez également renforcer vos connaissances. Rentrez même en contact avec un maître dans le domaine où vous êtes pour voilà, actualiser vos connaissances. C'est parfait. Pas forcément pour aller sur Facebook. Voilà, il y a même des Européens qui fournissent des cours à distance sur Internet. Via le net. Voilà, et donc cela peut être intéressant pour les enseignants eux aussi. Donc il ne faudrait pas qu'ils restent en fait en marge de cette mesure-là. Il faudrait qu'eux-mêmes s'intéressent à cela. Parce que s'ils veulent rester à ne rien faire, à ne pas s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication, l'enseignement pourrait leur échapper. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même les élèves, qui ont toujours recours à Internet, même après avoir fini les cours, ils se rendent sur Internet pour encore faire des recherches sur le cours qui a été dispensé. Et il n'est pas rare d'entendre les élèves dire que leurs enseignants ne sont pas assez outillés, qu'ils n'ont pas assez d'informations sur le cours qu'ils donnent. Et donc, cela fait que les enseignants devraient eux-mêmes s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication. Voilà. Oui, ils devaient bien s'intéresser à cela. Et, parce que lorsqu'on leur demande s'ils ont au moins un enseignant qui a un ordinateur portable sur lui à l'école qui lui sert à enseigner ou à dispenser ses cours, ils sont tout le temps en train de dire que quand ils voient leurs enseignants utiliser leur ordinateur, c'est juste pour aller sur Facebook. C'est tout le temps sur Facebook qu'ils sont connectés, on ne sait pourquoi. Voilà, juste pour échanger avec quelques amis. Donc c'est assez compliqué. L'enseignant lui-même devait s'intéresser à cette discipline-là parce que là, il n'est plus là en tant que dispensateur de cours uniquement, mais il est aussi accompagnateur. Non, je veux dire, en même temps, on ne peut pas dispenser des cours avec les connaissances de 1980 en 2013. Non, c'est pas possible. Donc, pas possible. Dans votre matière, si vous êtes soit un littéraire ou, je ne sais, un scientifique, si vous enseignez par exemple la géographie, il y a peut-être des nouvelles méthodes d'enseignement, il y a de nouvelles stratégies, il y a toujours des choses à découvrir. Et ça se fait via net. Via mais en même temps, si on passe 22 heures sur 24 à aller sur les réseaux sociaux, à chatter, à parler de tout et de rien, du match de Barcelone, du PSG, en tout cas. C'est un exemple. C'est un exemple, voilà. Oui. Donc, on ne peut pas évidemment être à la hauteur de la demande des élèves qui seront plus update, enfin plus à niveau que plus à niveau que les enseignants. Voilà. Puisque d'ailleurs la mission principale c'est de doter ces jeunes gens de compétences indispensables donc, pour leur insertion dans cette ère numérique. C'est cela le plus important. C'est cela la mission en fait des TIS. Inséré donc dans les programmes scolaires. Voilà. Merci en tout cas à vous, Monsieur Kwasi Jean-François. Vous êtes assistant en communication à l'ONG GrandeEcole.net. Et le sujet qui nous rassemblait, vous et moi, ce matin, avec les téléspectateurs, c'était donc le TICE, une révolution pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Oui. Merci d'être venu. Je vous en prie. On vous raccompagne avec cet élément SOS, une école à Kotio. Regardez. Kotio, village situé à 35 km de Bondoukou, n'a plus d'école primaire. Depuis le 11 mars, une tornade a arraché le toit de la seule école du village. Du coup, les enfants n'ont plus repris le chemin de l'école. Actuellement, nos enfants ne vont plus à l'école. Le vent est venu pour enlever tous les bâtiments. Actuellement, on n'a pas d'école. Tout est gâté. L'école est restée sans élèves. Les élèves ne savent pas où aller et on ne sait pas comment couvrir les élèves pour qu'ils aient une bonne place pour le futur. Ces enfants ne savent plus où aller. Ils lancent un véritable SOS. L'école primaire de Kotio fut créée en 1960. Voilà, alors c'est un SOS véritable que ces enfants-là nous lancent. C'est donc
À Bondoukou, voilà, Kotio. Donc voilà, il faut essayer de faire quelque chose pour ces enfants-là. C'est la toiture qui est partie hein, lors d'une tornade. Mais en même temps, lorsque vous allez penser à faire la toiture, essayez de revisiter aussi les murs. Et puis voilà, élargissez un peu, aérez pour que ces enfants-là puissent grandir parce qu'ils ont droit à l'éducation dans de très bonnes conditions. Maître Emmaüs est sur notre plateau avec beaucoup de plaisir. Je le retrouve. Bonjour Maître. Oui, bonjour Christelle. On aura encore une très excellente discussion avec vous. Le mind control, c'est cela hein? Oui, le mind control. Alors le mind control, expliquez-nous, enfin ça veut dire quoi? Alors, contrôle par la pensée, c'est oui, ça? le mind control en fait est une technique. Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver. Voilà. Le mind control est une technique, comme je disais, c'est un programme de développement de la mémoire basé sur le contrôle et le conditionnement mental, le conditionnement de l'esprit. Vous savez, c'est un enseignement qui forme, qui transforme, parce qu'il est destiné aux leaders, à une catégorie de personnes, à ceux qui veulent faire la différence, à ceux qui recherchent l'excellence. Parce que vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit qu'il y a deux catégories de personnes, celles qui cherchent à avancer et cette deuxième catégorie, malheureusement, qui stagne et qui fait du surplace. Alors, les leaders ont une façon exceptionnelle de penser, d'agir, de parler. Les leaders ont une certaine façon de se programmer, de se conditionner pour avoir des résultats. On peut avoir des résultats, on peut réussir dans tous les domaines de la vie, mais il y a un comportement, il y a une attitude, il y a une certaine façon de faire qui accompagne, qui apporte des résultats. Et donc le mind control, qui est donc, comme je l'expliquais tantôt, une technique de développement de la mémoire qui s'appuie sur le contrôle et le conditionnement de l'esprit, va donc nous aider à obtenir des résultats concrets, palpables, mesurables, à orienter l'énergie. Quand on dit contrôle, on va essayer de définir un peu. Voilà. Contrôle de l'esprit, ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Hein? Non, pas du tout. Rassurez-nous. Pas du tout. Je vous rassure, ça n'a vraiment rien à voir avec l'hypnose. Je le dis parce que lors des recherches sur ce sujet-là, justement, on a découvert pas mal de choses. Absolument, absolument. Qui font un peu froid dans le dos. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, c'est purement et simplement du développement personnel. C'est un enseignement qui nous permet de développer nos aptitudes, nos capacités, nos forces intérieures. Et c'est loin des enseignements d'hypnose et autres. Voilà. Vous savez, l'être humain a cette capacité-là, a ce pouvoir-là de se prendre en charge. De se programmer, en fait. De se transformer, de se conditionner pour avoir des résultats dans un domaine précis. J'ai dit tantôt que lorsqu'on veut avoir du succès dans n'importe quel domaine de la vie, il faut se préparer. Il y a une préparation et cette préparation se fait à deux niveaux. Il y a le niveau intérieur, donc la façon de disposer son esprit, la façon de se concentrer, de se focaliser sur un objectif, parce que pour atteindre un objectif, il y a, j'allais dire, 3 étapes. La capacité de choisir ce sur quoi on se focalise, de s'engager, d'obtenir des résultats, la capacité de faire ce qu'il faut et d'appliquer de bonnes stratégies, et puis troisièmement, la grâce de Dieu. Donc naturellement... Le facteur du divin intervient dedans. Voilà, le facteur du divin intervient, mais en dernière position. C'est-à-dire que déjà, tout l'effort est humain. Voilà, parce que, vous savez, nous sommes nés pour vivre et non pour se préparer à vivre. On est déjà nés, on doit assumer. Voilà, il faut assumer. Donc, nous sommes nés pour vivre et non pour se préparer à vivre. Et donc, il faut assumer, il faut savoir qu'en venant sur cette terre, nous avons reçu du Créateur un potentiel, des capacités que nous devons développer, que nous devons maximiser pour être un homme d'excellence. Naturellement, on ne devient pas excellent à n'importe quel prix. D'accord? Donc, on peut apprendre à résoudre les problèmes quotidiens avec les techniques de contrôle mental. On peut apprendre à devenir un grand athlète avec les techniques du contrôle mental, etc., etc. Donc, dans tous les domaines, il suffit simplement, comme j'ai dit, de bien se préparer en soi et donc de prendre le contrôle de son esprit. Donc, d'apprendre à éduquer son esprit. Alors, parce que lorsqu'on n'éduque pas l'esprit, naturellement, il est livré à lui-même et donc il nous conduit à l'échec. Alors, la question fondamentale serait le comment, maître? Le comment? Le comment. À travers des exercices, à travers la lecture. Vous savez, c'est-à-dire, je souhaiterais qu'on fasse les pages de cette découverte-là, étape par étape, vous savez, à travers des exercices lesquels? Voilà, je vais vous faire voir des concepts très simples. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Il y a le prix à payer de l'échec, il y a le prix à payer du succès. Alors, pour avoir du succès dans sa vie, il y a ce qu'on appelle la monnaie d'échange du succès. Pour ceux qui échouent, ils paient la monnaie d'échange de l'échec. Et comment ça se passe concrètement?
la monnaie d'échec de l'échec se trouve partout. Excusez-moi, dans les bars, dans les maquis, à travers les mauvaises compagnies. Pourquoi la monnaie d'échange de l'échec se trouverait dans les bars et dans les maquis? Parce que vous ne pourrez jamais élaborer un plan sérieux pendant que vous êtes dans un endroit qui ne vous aide pas. Vous savez, tout se travaille d'abord dans l'esprit. Tout se conçoit dans la pensée, dans le conscient. Tout se prépare en soi-même. Je ne suis pas en train de diaboliser, d'accord, ces lieux-là. Mais je veux dire, lorsque vous avez par exemple un objectif que vous voulez atteindre, naturellement, ce n'est pas dans un bar que vous allez élaborer vos stratégies. Évidemment. Naturellement. Faire une mission de travail. Voilà, donc il faut avoir des endroits, il faut réserver des endroits propices qui vous permettent de maximiser ce potentiel. Donc, comme je disais tantôt, il y a donc la monnaie d'échange du succès que vous pourrez retrouver partout à travers la mauvaise lecture, à travers la mauvaise compagnie, à travers les mauvais amis et autres. Et puis, il y a la monnaie d'échange du succès qui est rare, mais qu'on trouve à certains endroits précis. Donc le succès n'est pas étrange. Non. On ne devrait pas voir... Il y a des individus, par exemple, dont on pourrait se demander mais comment ils ont fait, ou d'autres personnes se demandent comment ils ont fait. Nous, on a eu le même parcours et puis on n'arrive pas à comprendre. Extraordinaires. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Si vous voulez devenir un homme intelligent, marchez avec des gens intelligents. C'est très simple. Si vous voulez devenir intelligent, marchez avec des gens intelligents. Si vous voulez être excellent dans votre domaine, il y a ce qu'on appelle en PNL la modélisation. Donc il faut modéliser, c'est-à-dire étudier, observer et regarder la vie des gens qui ont réussi avant vous et simplement marcher dans leur pas. Il faut avoir des mentors, il faut lire des livres qui vont vous aider à développer votre intelligence. Naturellement, si vous voulez devenir riche, il faut développer votre intelligence financière. Si vous voulez devenir un grand communicateur, il faut développer cette partie de votre cerveau. Si vous voulez devenir un expert dans n'importe quel domaine, il faut faire des recherches, il faut lire, il faut accepter de payer le prix, c'est-à-dire d'acheter les livres, quoi qu'ils coûtent cher, il faut aller vers des gens, il faut voyager, il faut participer à des séminaires, à des conférences, et ce sont ces choses-là qui vont vous permettre d'avoir donc la monnaie d'échange du succès. Naturellement, il y a un prix à payer. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous payez le prix de la monnaie d'échange du succès, vous le payez pour toute votre vie. Lorsque vous avez également la monnaie d'échange de l'échec, vous l'avez également pour toute votre vie. Exactement. Et généralement, lorsqu'on échoue, on est frustré, on tombe dans la frustration. Mais lorsqu'on réussit, aussi, voilà. Mais lorsqu'on explose, lorsqu'on prospère, lorsqu'on on vit au maximum de la plénitude de son potentiel, on brille comme un sapin de Noël. Sans lumière en plus. Alors justement, je souhaiterais qu'on revienne sur ces exercices pratiques qui permettraient donc à nos téléspectateurs d'être assez outillés dans ce mind control ou bien dans le perfectionnement de la mémoire. De la mémoire. Alors, un exercice simple que je donne, par exemple, j'ai parlé de prendre le contrôle de votre esprit. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle des représentations actives, mentales de ce que vous voulez. Premier exercice. C'est-à-dire quoi? Vous avez un objectif à court, moyen et long terme. Ce que vous faites, c'est de garder constamment à l'esprit ce que vous voulez, ce que vous voulez devenir. Donc en fait, au total, si vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas ce que vous voulez, vous ne pourriez jamais l'avoir. Naturellement, parce que vous ne tracez pas le chemin. La fin, on dit que, en développement personnel, on dit que la fin détermine les moyens. Lorsque vous avez visualisé la fin, vous avez en même temps tracé les moyens pour réaliser, n'est-ce pas, pour arriver à cette fin-là. Voilà, donc c'est très important. Donc vous devez garder constamment à l'esprit ce que vous voulez. Et vous ne devez jamais perdre de vue vos objectifs. Avoir un objectif, c'est éduquer de façon précise son cerveau, de façon à pouvoir assurer sa survie. Voilà. Donc, si vous apprenez déjà, à partir de cet exercice de base-là, à garder constamment à l'esprit ce que vous voulez, je vous assure, les moyens vont se créer, les circonstances vont se créer, les événements vont se créer pour que vous deveniez exactement ce que vous avez toujours rêvé d'être. Dans la vie, l'événement n'est pas important. Ce qui est important, c'est le sens que vous lui donnez, parce que le sens que vous donnez aux différents événements de votre vie devient votre vérité. Ce que vous pensez de vous-même et de votre réalité, de votre vie, devient pour vous votre réalité.
Donc voilà. au total, il faut penser des choses, il faut être positif. Il faut être positif, Ouais. éviter ce qu'on appelle les émotions toxiques. C'est-à-dire Les émotions qui les émotions qui ne nous aident pas à acquérir la monnaie d'échange du succès. Exemple, l'angoisse, la jalousie, la haine, la frustration, la peur, le doute, le manque. Voilà. En fait, la jalousie, pour parler de la jalousie ou de la frustration, pourrait venir d'un individu qui n'aurait pas su s'accomplir Naturellement. et qui pense que tout est donné à un autre alors que celui-ci s'est battu pour l'avoir. Voilà. Et vous savez, la chose la plus difficile dans le comportement des humains, c'est la prise de décision. Les gens n'arrivent pas à prendre de décision. Même quand ils se rendent compte que ce qu'ils font n'est pas bien. N'est pas bien. Ils ont peur du changement. Les humains ont peur du changement. Et donc, les êtres humains, à part eux, il y a qui d'autre? Ils ont Je peur suis du rigolée, changement. mais Voilà, c'est ils ont vrai. peur du changement parce que les réformes font toujours peur. Voilà. En fait, ouais. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Ce que vous savez constitue votre richesse la plus importante dans la vie. Est-ce que vous ne savez pas constituer votre plus grand risque? Et le secret, c'est de savoir utiliser à votre avantage vos richesses et de savoir gérer au mieux les risques. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, il faut savoir plutôt les gérer. Savoir que si vous avez des lacunes quelque part, il faut donc les combler. Il faut donc, à travers l'apprentissage, vous pouvez, le travail bien sûr, vous pouvez devenir excellent dans votre domaine. Même si vous n'êtes pas prédestiné à faire quelque chose, à force de travailler, votre cerveau va devenir une véritable autoroute neuronale qui donc produit toutes les séquences des événements que vous voulez produire dans votre vie. Alors, au total, la préparation donc, détermine l'excellence de votre travail. Voilà, donc la préparation mentale, donc le contrôle mental vous permet, pour un athlète, pour un manager, pour un dirigeant, permet donc de devenir excellent dans votre domaine. Et donc faire en sorte que votre cerveau reproduise de façon naturelle, automatique ce que vous voulez réaliser. Donc vous n'avez plus besoin d'effort. C'est pour ça que je dis que pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin de travailler durement, on a plutôt besoin de travailler intelligemment. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Voilà. Ceux qui travaillent intelligemment sont frustrés. Et ceux pardon, qui travaillent durement, d'accord, sont frustrés. Parce qu'en fait, ils comptent. Parce qu'ils forcent. Ils forcent, en fait. Voilà. Et on n'a pas le retour. La poussée ne dure pas. C'est l'attraction qui donne des résultats. Donc, il faut travailler intelligemment. Et pour travailler intelligemment, naturellement, il faut apprendre à découvrir et à connaître les différentes fonctions, les différents hémisphères de votre cerveau et savoir comment fonctionner, comment travailler avec cet esprit, ce grand cadeau que Dieu vous a donné pour faire de votre vie une vie d'excellence. Alors, pour revenir au fait que les humains, pour parler comme vous, et j'aime bien ça, pour dire que les humains n'aiment pas prendre des risques. Des risques, oui. Ou la zone de confort. Inconfortable, malheureusement. Même, voilà, justement, j'allais utiliser ce terme. La zone de confort, même quand on se rend compte qu'elle est inconfortable et qu'elle part contre des préceptes ou des principes de la vie simple, on n'arrive pas à les faire bouger. Voilà. Et parce qu'on a peur du regard de l'autre. Voilà. On a peur de la réaction de l'entourage. Donc au total, on vit parce qu'il y en a qui sont spectateurs de votre vie, on ne veut pas les blesser. Et vous ne vivez plus, mais vous êtes vécu. D'accord? Vous êtes vécu. J'aime bien. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est les autres qui vivent à votre place. Oui, en fait, alors, voilà. Vous avez une idée, vous avez un objectif, vous avez un projet, vous dites, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si je prends l'engagement, si je prends ce risque, qu'est-ce que les gens vont dire? Ma famille va dire quoi? Mes frères vont dire quoi? Mais ce ne sont pas eux qui dirigent votre vie. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui êtes au contrôle de votre vie. Vous menez votre vie là où vous voulez aller. D'accord? En sachant bien sûr que vous arriverez au bon port. Naturellement. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder constamment à l'esprit l'objectif final. Le target. Voilà. Et donc, ce qui frustre généralement, ce sont des gens qui se voient avec beaucoup de talent, mais qui n'arrivent pas à effectuer des percées. C'est vrai. Voilà. Dans tous les domaines, en entreprise, partout on en trouve. Des gens très talentueux qui ont eu un parcours scolaire très brillant, mais qui, sur le terrain, n'arrivent pas à effectuer des percées. Donc se disent, mais pourquoi je n'arrive pas donc à effectuer des percées? Automatiquement, on pense que les autres sont favorisés. Alors, que d'aller dans la série des comment faire, ils vont dans la série des pourquoi. Et le cerveau, malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Si vous posez la mauvaise question, il vous donne la mauvaise réponse. Vous posez la bonne question, il vous donne la bonne réponse. Dites-vous, comment devrais-je faire pour devenir ci, pour devenir ça, pour m'améliorer? Nous sommes dans une grande école, dans une vaste et gigantesque école, et donc nous devons apprendre. L'école n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Quand on a fini d'aller à l'école et qu'on a ces diplômes, c'est à ce moment-là que commence le véritable apprentissage. L'erreur que les gens font, ils pensent que lorsqu'ils ont fini d'avoir leur doctorat, c'est fini, il ne faut plus apprendre. C'est une erreur.
Avoir un doctorat, une agrégation ne veut pas dire qu'on est prospère, on ne maîtrise pas encore les secrets de la prospérité, les secrets du succès, parce que là, maintenant, il faut aller sur le terrain de l'intelligence et de la sagesse de la vie, qui ne s'apprend pas justement à l'école. Je veux dire, après tous les diplômes, lorsqu'on arrive, par exemple, en entreprise, au seul lieu concret de l'apprentissage ou du travail, on se rend compte que c'est deux réalités différentes. Voilà, et que donc, il faut se mettre les connaissances techniques n'interviennent justement qu'à 15%, et à 85%, il y a quelque chose qui manque. Et c'est l'essentiel. On retient donc qu'il faut lire beaucoup. Voilà. Surtout dans le domaine. Il faut rechercher. Voilà, il faut faire la des recherches. Du succès. Exactement. Voilà. Les domaines dans lesquels vous êtes, il faut trouver des mentors, des mentors, même s'ils sont à distance, de se dire que telle personne a réussi dans le domaine du pétrole. Il y a forcément des livres autour. Comment il a fait? Comment il a fait? Et pourquoi je ne réussirais pas? Voilà. Dites-vous comment il a fait, comment telle ou telle personne a fait pour devenir pour ce mania qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et ne vous dites pas pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Mais ça n'arrive qu'à vous parce que vous avez une mauvaise façon de fonctionner. Ça n'arrive qu'à vous parce que vous ne savez pas comment explorer votre mode de pensée. Aujourd'hui, il y a des sciences comme la psychothérapie, n'est-ce pas, qui nous permettent d'explorer notre mode de pensée et donc nous permettent de voir quels sont les points de blocage, comment les améliorer, les extirper, les enlever de notre vie pour que nous soyons des hommes excellents. Je répète, nous sommes tous amenés à réussir. Tout le monde peut réussir dans la vie. Le secret, c'est de rechercher la monnaie d'échange du succès, donc d'aller vers le succès. Et généralement, il faut attirer le succès. Voilà. Il ne faut pas courir après, il faut simplement l'attirer. Et pour l'attirer, il faut apprendre à contrôler son esprit, donc apprendre à éduquer son cerveau. Et comme vous l'avez dit, refuser de s'intoxiquer. Naturellement. C'est-à-dire qu'il faut se désenvoûter de tout ce qui est il faut se désenvoûter de tout ce qui est jalousie, frustration. Voilà, de frustration, parce que vous pouvez devenir quelque part ce que vous avez toujours rêvé d'être. S'il y a dans ce monde une personne qui a pu se réaliser dans un domaine, n'importe lequel, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que dans la vie, nous avons la même... Quel que soit le continent, c'est bon de préciser. Quel que soit le continent, c'est bon de préciser, parce que les gens pensent que c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B. La réussite serait géographique maintenant. Voilà. La réussite est en vous. Vous êtes la base de votre réussite. Si vous vous déplacez avec vos faiblesses, avec vos forces, avec votre esprit, avec votre mentalité. Il faut simplement changer de mentalité, se programmer, se conditionner pour devenir un gagneur dans la vie. Et donc, votre cerveau va reproduire de façon naturelle et simple les séquences qui vous conduisent à la victoire. Par exemple, lorsque vous prenez un joueur, un marqueur, d'accord, un footballeur par exemple qui marque beaucoup de buts, en fait, son secret, c'est parce qu'il s'est préparé. Il s'est préparé au point où, même les yeux fermés, il peut marquer un but. Voilà. Il y a d'abord l'étape de la préparation, donc du conditionnement, et puis après, vous devenez ce qu'on appelle un génie. Et si toutefois il rate ce but-là, mais il ne se découragera pas? Pas du tout, pas du tout, parce que nous sommes des humains, bien sûr. Et donc nous ne pouvons pas être parfaits à 100%, mais il faut continuer à travailler. Surtout quand vous ratez un but, par exemple, il ne faut pas être frustré, d'accord? Il faut accuser les autres. Oui, il ne faut pas accuser les autres, mais en même temps, il faut fermer aussi les oreilles, parce que les gens vont... critiquer. Voilà, ils vont critiquer, à la limite, mais ils vont être très durs avec vous, mais ce sont des choses qui ne devraient pas vous décourager. Un gagneur ne lâche jamais. Un gagneur ne se décourage jamais. Un vainqueur se focalise non pas sur les problèmes, mais sur les solutions. Voilà. On peut prendre cette phrase comme un replay. Un vainqueur. Un vainqueur ne se décourage jamais. Et il ne faut pas se focaliser sur les défaites, mais plutôt sur les solutions. Voilà. Okay. Non pas sur vos problèmes, parce que les gens se focalisent sur les problèmes. Alors, si vous vous focalisez sur les problèmes, naturellement, votre cerveau va continuer de créer un ensemble de problèmes qui, donc, va continuer à vous embêter. Alors, juste pour terminer, deux petits points. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention à certaines personnes qui sont comme des donneurs de conseils. Voilà, et donc qui pourraient, il faut éviter vous anéantir. Ce que j'appelle les personnages toxiques. Les personnages toxiques, oui, j'aime bien. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas vous encourager à aller de l'avant. Quel que soit. Vous rappeler vos soucis, voilà, il va les amplifier. Et puis, il faut fuir ceux qui ne passent leur temps qu'à expliquer, qu'à exposer leurs problèmes. Voilà, nous avons tous des problèmes, d'accord, oui, nous avons tous des problèmes. Oh my God. Nous avons tous des problèmes. Et vous savez, les leaders, ceux qui conduisent, ceux qui mènent, ceux qui gouvernent ont plus de problèmes que les hommes ordinaires. Ah ben bien sûr. Mais la différence, c'est qu'ils arrivent à gérer, à se conditionner et à faire la différence, à aller là où les autres s'arrêtent. Voilà. Il y a un seuil que l'homme ordinaire ne peut pas franchir. Et le leader va au-delà. Parce que justement, il a les outils de
son conditionnement, de sa transformation personnelle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que la bonne nouvelle que j'apporte à tous ces téléspectateurs qui nous regardent... Éviter les personnes toxiques. Il faut éviter les personnes toxiques. Voilà. Les personnages toxiques. Éviter les personnages toxiques. Et puis savoir que vous devez, n'est-ce pas, apprendre à partir de rien à vous réaliser. C'est possible. Quel que soit le continent, quel que soit votre village, quel que soit l'endroit où vous êtes venu, le plus important, ce n'est pas d'où vous venez, mais c'est l'objectif final et vous devez le poursuivre. Normalement, on ne devrait pas regarder d'où on vient. Voilà, on ne devrait pas regarder d'où on vient. Plutôt se focaliser sur là où on part. Voilà. Parce qu'il y a des systèmes de déshumanisation qui ont été mis en place malheureusement. Malheureusement, oui. Voilà, on nous fait croire que nous n'avons pas le potentiel, nous n'avons pas ce qu'il faut pour nous réaliser. Malheureusement, ces personnes aussi ont cru, voilà, certaines personnes voilà. ont cru. Et donc, il y a des gens qui se plaisent à dire que moi, je suis pauvre, je reste pauvre, ou je suis venu accompagner les autres. Naturellement, vous allez continuer d'accompagner les autres. Parce que c'est incroyable qu'un être humain puisse dire ça. Et je répète que dans la vie, l'événement n'est pas important. Ce qui est important, c'est le sens que vous lui donnez, ce que vous pensez de vous-même et de votre vie, de même votre vérité. Merci beaucoup, Maître Emmaüs. C'est vraiment pour cela que j'aime bien avoir à parler avec vous. Le thème, c'était donc le mind control, le contrôle mental, le perfectionnement de la mémoire. Merci voilà. beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et par la grâce de Dieu, vous serez encore là mercredi prochain pour éclairer nos différentes... Je voudrais vraiment dire merci à tous ces téléspectateurs qui me poussent, qui m'encouragent, qui ne cessent de m'appeler. Je me porte très bien. Donc, comme on le voit sur le plateau, il est un peu pris des joues, un peu grossi. Merci, Maître Emmaüs. Tout de suite et maintenant avec Orokia Sissoko, les balayeuses. Et on se retrouve juste après pour prendre langue avec les secrétaires. C'est à suivre sur RTA. Sous le soleil ardent, ces femmes vaquent à leurs occupations. Elles ne se soucient guère du temps. Un seul objectif, rendre voies, rues et communes propres. Comme dans tout secteur d'activité, les horaires sont connus. 7h à 12h, 14h à 18h. La tâche quotidienne est pointée, soit 2000 francs CFA. On reconnaît ces femmes par leur blouse, chapeau et cache-nez. Quelquefois, à la place du cache-nez, elles ont des morceaux de tissu. À la place du chapeau, elles ont des pagnes autour de la tête. Tous ces accessoires ont des rôles bien définis. Le cache-nez pour atténuer, sinon éviter de respirer beaucoup de poussière. Le chapeau pour éviter de recevoir les rayons du soleil. Elles ont comme matériel de travail seau, pelle et balai. Dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes, les balayeuses sont confrontées à des difficultés. Il ne va rien, je ne sais pas qu'on a qu'à rendre la vie propre. Souvent même on ne fait pas là pour ça, on se bat pour ça. Ils sont dans le Baka, ils lancent les saletés pour nous jeter. Quand on parle en ligne, ensuite on dit on nous paye pour ça. Souvent même là, quand on ramasse comme ça, on dépose les seaux, ils n'ont qu'à mettre les ordures dedans, ils ne veulent pas. Ils gèlent comme ça, quand tu parles là, ça devient pas là. Pour le respect de leur travail, les balayeuses souhaiteraient que l'on inflige une amende à toute personne qui salira la ville. Pour moi, pour qu'on change de comportement, on doit voter une loi pour les Ivoiriens. Celui qui jette son ordure là, on l'attrape, il doit payer une amende. Il n'y a pas de sous-métier. Les balayeuses sont fières de leur travail, mais elles ont un désir. Mon souhait est qu'on nous donne notre salaire chaque fin du mois, quoi. Parce que ça tarde souvent 3 mois, 4 mois. Alors nous d'autres aussi louent des maisons. Vous voyez qu'on a des enfants aussi qui vont à l'école, tout ça là aussi. Le peu de salaire, on prend pour les soutenir. Mais quand ça tarde comme ça, là, comment nous on peut faire pour s'occuper de nos enfants? Donc moi c'est mon souhait qu'on nous prenne au sérieux. Parce qu'on fait du bon travail. Regardez comment la route même est propre. Donc on veut rendre ça propre toujours. Mais il faut que vous nous encouragez aussi. On nous envoie des cache-nez, on s'occupe de nous parce que c'est dans les maladies nous ramassons. En attendant un avenir meilleur, les femmes continuent de balayer voies et rues du district d'Abidjan. Il faut faire un grand bravo à ces femmes-là qui travaillent vraiment très dur pour améliorer notre quotidien de vie et non pas les humilier ou leur donner des phrases qui les blesseraient parce qu'après tout, ce sont des femmes et donc des mères.
MERES. Voilà. Alors, à l'occasion donc de la journée internationale de la secrétaire, l'association des secrétaires et assimilés de la RTI, ASA RTI, donc vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la conférence qu'elles organisent sous la présidence de monsieur le directeur général de la RTI, monsieur Akassaye Lazare, aujourd'hui même, à partir de 8 h à la salle de conférence au 4e étage du bâtiment administratif. Avant d'en arriver au point précis de cette rencontre, on part juste à la réclame et on se retrouve dans quelques minutes. Ma chérie, t'as vu l'épisode des Chagrins d'amour? Non, je suis encore au bureau. Oh là là, il faut que je te raconte. Mais toi là, tu ne payes pas tes unités ou quoi? Si, mais avec Move Second, c'est 1 franc la seconde tout réseau. Tu dis quoi? Ah bon, et c'est 100% conso remboursé. Donc tu attends quoi pour bouger? Chez Move, c'est 1 franc la seconde vers tous les réseaux, 24 heures sur 24. Figure-toi, Marina a rompu avec son mec. Non, tu blagues? Move, no limit. Justement, avant d'en arriver, je le disais, au vif du sujet concernant bien sûr la rencontre avec le directeur général, attardons-nous un peu sur le métier de secrétaire. Je suis en compagnie de 2 secrétaires ici à la télévision. Madame Kamagaté Djenabo, bonjour. Merci d'être là. Épouse d'Oumbia, mademoiselle Delphine Lauré, bonjour à vous. Bonjour. Alors, quand on dit la secrétaire, la première personne que l'on rencontre lorsqu'on ouvre un bureau, un office et tout, quel est votre rôle concrètement? C'est quoi votre rôle? C'est d'être le point de liaison entre le patron et les visiteurs. Vous gardez les secrets, en même temps secrétaire. Vous devez garder tous les secrets et vous taire en même temps. Alors concrètement, comment pouvez-vous définir votre métier, Madame Doumbia? La secrétaire, c'est comme vous avez dit, c'est la liaison entre le patron et les visiteurs. Et la secrétaire, c'est celle-là même qui est l'image du patron, disons. C'est la secrétaire qui organise le travail du patron, les tâches, son emploi du temps, c'est elle qui gère. C'est elle qui a l'image du patron. C'est-à-dire que si un patron n'a pas une secrétaire excellente, évidemment, cela va se ressentir. Oui, allez-y. Hein, c'est une confidente de son chef hiérarchique. La secrétaire Parce que souvent, il est là, non, il n'est pas là. Voilà. La secrétaire représente d'abord la société, c'est l'image de la société. Elle répond au téléphone, elle accueille, elle arrive à recevoir les visiteurs parfois compliqués. Exemple de visiteurs compliqués. Il y a des personnes qui viennent voir le patron. Quand vous lui dites qu'il est en réunion, il n'accepte pas. Non, parce que souvent, en fait, c'est l'excuse que tout le monde donne. Il est en réunion alors qu'il est dedans. Il est en réunion, il n'est pas disponible. Non, je veux le voir maintenant. Il m'a donné rendez-vous à cette heure-là, donc je veux le voir maintenant. Donc on arrive aussi à expliquer. Voilà. Mais c'est pas évident toujours. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Souvent, ils élèvent la voix sur vous, ils élèvent le ton, mais on arrive toujours à les calmer parce que la secrétaire, elle est d'abord souriante, accueillante, disponible. Tolérante. Oui. Enfin, vous êtes des femmes, en fait, qui vous mettez vos atouts de femmes devant, enfin, dans le bon sens, bien sûr, pour essayer d'apaiser les choses quand des visiteurs ne comprennent pas les instructions que vous avez reçues et que vous leur donnez. Alors, vous rentrez dans ce métier par vocation ou on rentre dans ce métier parce que j'ai une amie qui fait ce métier-là, ça peut être une source de contact et tout, ou on aime vraiment, comme je disais, on aime vraiment ce métier et on y vient. Madame Doumbia. Par vocation, hein. Par vocation. Oui, par vocation, par amour, ce métier, et non pas par autre chose. Et vous? Parce qu'il faut tout d'abord aimer ce qu'on fait. Ouais. Donc on a aimé d'abord avant de choisir le secrétariat. D'accord. Alors, quels sont, hormis donc les visiteurs qui souvent seraient un peu indisciplinés, quels sont les autres challenges que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier, les difficultés? Les humeurs, souvent des patrons, eux-mêmes. Ah. Alors, les humeurs des patrons. Quand on dit les humeurs des patrons, le patron peut venir le matin. Il est fâché. Il est fâché.
il peut avoir un problème à la maison avec sa femme ou bien un enfant qui l'a énervé, mais il vient au bureau. Bon, tout est sur la secrétaire, elle est obligée de, disons, ça, c'est pas normal en fait. C'est pas normal, mais... C'est pas normal, mais bon, on fait avec. On fait avec. On essaie de cerner le patron, de savoir comment le prendre quand il est énervé ou pas. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que vous réagissez? Quel conseil, je veux dire, comment est-ce que vous devriez réagir en tant que secrétaire pour celles qui n'arrivent pas à le faire, à essayer de faire en sorte que le patron est arrivé de la maison, il est fâché, on ne sait pas trop pourquoi. Quels sont les secrets que vous avez pour essayer de vous maîtriser voilà. Dans un premier temps, il faut d'abord se calmer parce que c'est le patron après tout. Regardez la caméra, oui. Donc il faut tout d'abord se calmer, essayer de lui faire comprendre, essayer de se calmer soi-même, de parler tranquillement. Même quand il élève le ton, vous baissez toujours le ton. À chaque fois qu'il élève, vous restez dans votre position jusqu'à ce qu'il se calme de lui-même. Et souvent, il se calme de lui-même. Voilà. Souvent, il se calme. Souvent, il se calme. Même avec les patrons difficiles, le patron arrive toujours à se calmer parce qu'après, il se ressaisit, il se dit, bon, je vais faire ça. Il y a des moments même où le patron vient jusqu'à aller s'excuser. Ah, vraiment, j'ai fait ça tout à l'heure. Excuse-moi, c'est parce que j'étais dans cet état-là que j'ai eu à te... Donc, il faut demander aux épouses de ne pas énerver leur mari. Et les enfants. Et les enfants de ne pas énerver. Parce qu'après, ça tombe sur la secrétaire. Alors, quand c'est comme ça, vous avez dit, on arrive à gérer. Et vous avez sorti un terme, on a souvent des patrons difficiles. C'est quoi un patron difficile, Madame Doumbia? Un patron difficile... Je savais comment dire. Ça dépend de la personnalité de l'homme. Un exemple, en fait, de patron difficile. Patron difficile. Bon, un patron qui n'est pas, par exemple, souriant, trop souriant. C'est important qu'un patron soit souriant avec sa secrétaire? Oui, c'est important. Ça permet de travailler. Ça permet à la secrétaire d'être relax. Bon, il est dans son coin, le monsieur, il ne sourit pas du tout. Il ne sourit pas du tout. Vraiment, la secrétaire aussi. C'est tout. Le fait qu'il ne sourit pas, c'est tout. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, c'est tout, c'est tout. Dans le cadre du travail aussi, il peut être difficile. Il peut te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, sur un ton qui ne peut pas toujours plaire à la secrétaire, mais bon, comme c'est depuis la base qu'on a appris, on arrive toujours, on arrive toujours à gérer ce problème. Voilà, parce que la secrétaire, d'abord, c'est la disponibilité puis le calme. Surtout le calme. Voilà, quand le patron est énervé, il faut toujours arriver à savoir surmonter ça. D'accord. Que ce soit difficile ou pas, il vient, il ne sourit pas. Ça arrive où souvent, il y en a qui viennent, ne disent même pas bonjour. Il y a des jours où le patron vient, il ne dit pas bonjour. Il vient, il te dépasse. Quand il sort, il ne te dit pas où il va, tu le gères. Même avec ça, tu arrives quand même à dire aux invités ou bien aux visiteurs, vraiment, il est allé ici, ou bien il est allé en réunion, il a fait ceci, il a fait cela. Alors, donc, souvent, vous avez affaire à des hommes qui sont vos patrons et aussi à des femmes. La relation femme-secrétaire, c'est pareil que la relation homme-secrétaire? Oui. Lorsque c'est une femme, c'est pareil? C'est pareil, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est toujours pareil. Les femmes patronnes, elles sont bien. Elles sont bien. Oui, j'ai trouvé toujours les femmes patronnes bien. Mais les hommes, c'est compliqué souvent, les émotions. Moi, je ne vois pas de différence. Vous ne voyez pas de différence? Moi, je ne vois pas de différence. Moi, pour moi, c'est pareil. Il y a des femmes difficiles aussi. Il y a des femmes difficiles, il y a des femmes aussi. Elles viennent, saluent personne. Elles saluent personne. Elles rentrent dans son bureau, elle est assise. Et c'est à vous d'aller dire bonjour, madame. Bonjour, madame. Et si elle ne vous répond pas, bon, enfin, on continue. On continue. Alors, donc, au total, il faut vraiment être patiente. Il faut vraiment être appelée à faire ce métier, c'est cela? D'accord. Alors, hormis, comme je le disais, ce sont des hommes et des femmes. Est-ce qu'au-delà du cadre professionnel, la secrétaire devrait être aussi peut-être l'ami ou... L'ami, ce serait trop dire, mais connaître l'épouse ou l'époux, puisque je pense que, je ne dirais pas on est amené à travailler ensemble, mais on est amené à se parler souvent. Alors, quelles sont les relations justement avec ces tiers? Si c'est un monsieur, sa femme peut appeler souvent, donc vous serez forcément peut-être ami à la dame. Enfin, ça se passe comment concrètement? Oui, on est parfois amis à la dame. On est parfois amis, le patron est parfois ami
au mari de la secrétaire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout le monde se connaît. Voilà, on se connaît, il n'y a pas de problème. Étant donné que la secrétaire est la confidente du patron, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi la confidente du patron? Bon, il y a plusieurs choses que le patron peut dire à sa secrétaire. Mais ça reste entre vous. Voilà, c'est qui définit même le nom secrétaire. Vous taisez sur les secrets. Voilà, il y a plusieurs choses. Une fois que vous sortez du bureau, les secrets restent au bureau. Voilà, les secrets restent au bureau. Et puis on part à la maison. Alors aujourd'hui, donc à partir de 8h30, il y a donc cette rencontre avec le directeur général. Il y aura le mot du comité, mais au total, il y aura des interventions de Mme Dirasouba Agnès, présidente nationale de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Au total, quel est l'intérêt de cette journée aujourd'hui? D'abord, nous tenons avant tout propos à dire merci au directeur général de la RTI qui a donné son accord pour que nous organisions cette journée de la femme. Donc, la fête des secrétaires est une fête annuelle, chaque 14 avril. Particulièrement, la RTI a décidé de célébrer cette journée aujourd'hui, mercredi, selon la disponibilité de nos patrons. Voilà. D'accord. Alors, on aura donc la présidente nationale qui vous fait l'honneur d'être avec vous. Il y aura aussi Mme Assalé Catherine, donc la vice-présidente chargée de la formation. Pour une secrétaire, c'est bon d'être formée, c'est important? C'est important, très important. Pourquoi? C'est un métier comme tout autre métier. Vous devez maîtriser les technologies, pas mal de choses. Surtout qu'on est en contact avec l'ordinateur à chaque fois. Donc on a besoin d'être formé pour pouvoir savoir certaines choses. D'accord. Et puis il y aura aussi donc la conférence avec un thème intéressant. Progresser à pas de géant, réveiller le millionnaire en vous. Alors je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Ensuite, il y aura donc l'intervention du représentant du directeur général de la RTI. Et puis, voilà, là, il y aura donc un repas et la clôture donc, de cette journée. Quel appel vous pouvez lancer à vos consoeurs, secrétaires de la RTI et d'autres maisons qui pourraient venir assister? Madame Dembia. Nous pouvons leur dire d'être disponibles vis-à-vis de leur patron, d'être tolérantes. Elle peut venir, je veux dire, celles qui doivent être là aujourd'hui, appel à lancer pour qu'elles viennent. Elle peut venir, faire la fête avec nous. Bon, les secrétaires ne sont pas très habitués à être à l'antenne, donc c'est elle peut venir, il n'y a pas de problème, elle peut venir. Oui. Elle peut venir. D'accord. Même si on n'est pas de la RTI, on peut venir. Elle peut venir. C'est la fête. On invite aussi nos patrons, les patrons des autres entreprises et tout. On invite tout le monde à être là. Aujourd'hui, c'est notre 14 avril. C'est votre fête aujourd'hui? Oui. D'accord. Moi, je vais vous libérer. Elles sont très heureuses de quitter ce plateau. Tout de suite et maintenant, avec Rokia Sissoko, vous reprenez l'antenne et on se retrouve dans quelques instants. Wotrotigui, pousse-pousse, chartier, des noms quotidiennement utilisés par les Ivoiriens pour désigner ces hommes. Ici à Adjamé, comme dans toutes les autres communes d'Abidjan, ces hommes transportent les marchandises. Ils poussent sans arrêt et sans répit les charrettes. Leur devise, avoir de l'argent à la sueur du front. Pour exercer ce métier, il faut surtout s'armer d'une bonne dose de courage. La force physique est un facteur favorable chez ces jeunes gens, d'où des confusions. On t'appelle pour nous Bella, parce que nous on travaille avec charrette, c'est ça qu'on t'appelle. Nous on n'a pas Bella. Voilà. Moi je suis Daffy. Rien n'effraie les pousse-pousse. Ils partagent quelquefois la route avec les automobilistes. Entre eux, les dépassements sont possibles. Ils ne reculent jamais devant un chargement, même si celui-ci est réservé à un véhicule. Une chose est sûre et certaine dans ce secteur, c'est la solidarité. Quand la tâche se complique, les autres sont toujours présents pour jouer leur partition. Comme dans une voiture, la vitesse est de mise chez les pousse-pousse. L'état des charrettes, matricules renversées, pas de souci. L'essentiel, c'est d'avancer.
La tâche n'est pas aisée. Ouais, ça me fatigue. Ici, là, c'est trop fatigué. Bon, c'est notre travail. Tu ne peux pas laisser. Souvent, on est fatigué, on prend un petit médicament pour se dépanner. Mais ils disent tirer leur épingle du jeu. Par jour, moi, je veux gagner 6 000, 10 000. Bon, si je n'ai pas gagné 4 000, je suis content parce que moi, je suis venu chercher l'argent ici. Bon, mon famille, là, moi, je vais manger chez nous. Ouais. C'est dans ça, il gagne pour moi, il paye ma maison, il me nourrit avec. Donc, je suis fier de ça. Cependant, les pousse-pousse sont confrontés à des difficultés. C'est la mairie qui nous fatigue ici. Souvent, elle nous arrête qu'on n'a pas les papiers, qu'on n'a qu'à présenter les papiers du Wotro, quoi. Et puis, il y a d'autres qui déposent des barrages et nous fatiguent beaucoup aussi. Il y a barrages partout. Donc, c'est ce qui nous fatigue un peu. Quelquefois, les pousse-pousse sont des vendeurs ambulants. Ils utilisent leurs charrettes pour proposer des marchandises. Cette activité reste l'exclusivité des étrangers. Non, c'est pas. Non, il va rien travailler ça. Les Maliens travaillent ça. Donc, les Sénégalais ne poussent pas. Les Ivoiriens ne poussent pas. Les Maliens sont bons. Ces hommes sont appelés badauds. Ils ont pour tâche quotidienne de charger les bagages. Peu importe le nombre de cartons, l'essentiel est de charger et au bout du compte avoir son pain quotidien. Au marché, tout le monde gagne sa vie. La seule devise reste l'esprit d'initiative. Dans la vie, il faut oser un jour pour gagner. Alors, courage. Voilà, c'est un très très bel élément qui montre que dans la vie, il ne faut pas avoir honte pour commencer à avoir une activité. Et je peux vous assurer que ceux qui ont démarré cette activité il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui ne sont plus dedans, ils sont dans autre chose. Et je vous assure qu'il y en a même qui ont pu construire dans leur pays respectif, avec des petits métiers comme ça au marché, ils ont pu construire. Donc il faut qu'on se, comme disait Maître Emmaüs, il faut qu'on se désenvoûte de tout ce qui est comme prérogative des autres et puis qu'on mette la main à la tâche. Et puis voilà, un jour, on pourra s'en sortir par la grâce du Tout-Puissant. Avec beaucoup de plaisir, nous sommes en compagnie du directeur de la promotion du logement social et économique à la SICOJ. Il s'agit de M. Doumbia Brahima. Bonjour à vous. Bonjour madame. C'est toujours l'opération pré-souscription logement qui vous emmène sur ce plateau. Tout à fait. Je voudrais profiter de votre micro pour saluer donc l'ensemble des Ivoiriens et indiquer que l'opération de pré-souscription se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Nos agents sont, les pré-souscripteurs peuvent se rendre à la SICOJ, à l'immeuble Mirador pour faire donc cette opération dans les 10 mairies de la commune d'Abidjan ou dans les mairies des chefs-lieux de département de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que nos agents sont déployés sur l'ensemble du territoire national à l'heure où nous sommes et qu'ils sont à la disposition de l'ensemble des Ivoiriens pour faire donc cette opération de pré-souscription. Nous invitons les uns et les autres à se rendre dans les points que je viens d'indiquer parce que l'opération est prévue pour prendre fin le 22 mai 2013 et donc c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater, qu'il faut saisir dès maintenant. Alors je voudrais rappeler que nous avons déjà abondamment communiqué sur les conditions pour faire la pré-souscription, mais je voudrais juste rappeler que la pré-souscription concerne tout type de logement. Vous avez les logements sociaux et économiques, vous avez les logements de standing et vous avez les terrains viabilisés. La différence entre les logements socio-économiques et les logements de standing, c'est que la partie sociale et la partie économique sont subventionnés par l'État à travers donc les renoncements aux taxes, à travers la fourniture du foncier, c'est-à-dire la terre, et à travers le financement de tout ce qui est travaux de voirie, de réseaux,
c'est-à-dire la route, l'électricité, la menée d'eau. Et je voudrais aussi porter à la connaissance de tous les Ivoiriens que dans ces programmes, lorsque vous avez 250 maisons, dès lors que vous avez 250 maisons, vous bénéficiez, tous ceux qui sont dans ce programme bénéficient d'un certain nombre d'équipements collectifs en dehors des routes, en dehors de l'électrification, en dehors de la menée d'eau et de l'assainissement. Vous avez une école primaire de 6 classes pour 250 logements et une classe supplémentaire pour chaque tranche de 50 logements supplémentaires. Vous avez au moins un aire de jeu, vous avez donc des lieux de culte et puis également des centres de santé qui sont prévus. Donc plus la cité est grande, plus vous avez des équipements collectifs qui bénéficient donc à l'ensemble des habitants donc de ce quartier. Je voudrais indiquer également que les logements, quand ce sont des logements en villa basse, sont des logements évolutifs qui peuvent être agrandis, complétés selon un schéma qui est défini, mais qui ne permet pas de dénaturer donc, le quartier, comme on a pu le constater dans les cités, dans les cités qui existent maintenant. Donc ceux qui ne sont pas dans les conditions d'éligibilité pour les logements sociaux et les logements économiques peuvent faire la présouscription pour les logements de standing et pour les terrains aménagés et viabilisés. Je voudrais ajouter aussi que tous ces éléments existent, sont prévus dans toutes les localités du pays. On peut être à Abidjan, choisir son logement ou son terrain à Mans ou à Bouaké, de même qu'on peut être à Bouaké et faire la présouscription et choisir son logement à Abidjan. D'accord. Alors, donc les numéros de téléphone sont très importants et attendus des populations? Tout à fait, c'est les mêmes numéros de téléphone. Nous sommes au 20 30 55 60, 20 30 55 61, 20 30 55 63. Je voudrais également dire que cette opération concerne ceux qui sont dans la diaspora, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un dispositif qui est mis en place pour qu'ils puissent, après avoir payé leurs frais de présouscription, leur permettre d'accéder au formulaire de présouscription en ligne. Et ils font les formalités et ils joignent à leur niveau toutes les pièces en les scannant et ils les envoient. Donc, ils envoient le formulaire renseigné au niveau donc, du serveur de la CICOJ pour être pris en compte dans ce programme. Si vous permettez, je voudrais donc inviter toutes les populations, tous ceux qui font la présouscription, à bien renseigner les fiches de présouscription qu'ils retirent pour que cela puisse permettre non seulement de faire les saisies, mais en même temps de permettre d'analyser leur dossier de manière plus sereine, de manière correcte, parce qu'il y a une phase d'exploitation de ces fichiers plus tard. La volonté, c'est que tous ceux qui font la présouscription puissent avoir accès à un logement, mais cela dépend, de la qualité des informations qui vont être fournies, mais aussi de la manière dont les dossiers vont être, enfin de la sincérité aussi de ces informations et la façon dont les fiches auront été correctement donc remplies. Merci beaucoup, M. Doumbia Brahima. Voilà, vous étiez là donc pour nous parler de l'opération présouscription logement qui continue. Donc, les numéros de téléphone 20 30 55 60. Voilà, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Donc, vous êtes prié d'appeler pour avoir toutes les informations éventuelles. Et la présouscription se terminera le 22 mai. Il est bon de le préciser. Merci beaucoup. Merci, et excellent mercredi à vous. Tout à fait. Bonjour, Madame Makenjula. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler donc du traitement anti-rides. Ah oui. Ce n'est pas de Botox que vous nous proposez ce matin, mais c'est plutôt un traitement naturel avec de la papaye. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une éponge. Voilà, c'est l'éponge. Alors, allons-y, on vous écoute. OK. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler spécial traitement des rides. C'est très spécial parce que ce que nous avons l'habitude de voir, c'est de les prévenir ou à long terme. Voilà, avec des injections. Voilà, des injections et tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux petits aspects qui sont très naturels, très efficaces et rapides. Nous avons la papaye.
La papaye que nous pouvons trouver partout sur le marché. Et nous savons que la papaye a beaucoup de vertus. La papaye est très riche en vitamines, en potassium, en magnésium. La papaye prévient et répare les rides. La papaye combat la fatigue, la déprime, la constipation et le stress. Oui. Donc, c'est toutes ces choses-là qui constituent, qui aident et qui favorisent les rides. Voilà. Et là, la papaye encore est un anti-inflammatoire. La papaye est très efficace pour la cicatrisation. Alors, donc, au total, on a vraiment le bon remède. Voilà. D'accord. Et la papaye, la consommation de la papaye protège le cœur. La papaye aide encore à stomper les rides. La papaye régénère les cellules cérébrales. Et aujourd'hui, nous avons la papaye, une papaye très mûre, bien mûre. Il faut la prendre bien mûre. Voilà. D'accord. Et je prends mon coton. Et c'est le jus qui m'intéresse aujourd'hui. Ah, d'accord. Pas la chair, mais le jus. Voilà. Et lorsque j'ai... Hein. C'est si de la papaye. La peine de nous prendre en marche, de la papaye, on parle de traitement contre les rides. Voilà. Et là, préalablement, je démaquille mon visage, que je vais représenter par ma main. D'accord. Je veux dire le démaquillant, c'est le démaquillant le normal démaquillant, qu'on a? Oui, normal. D'accord. Voilà, je démaquille mon visage. Je nettoie, parce qu'il faut travailler sur une peau propre. Voilà, je nettoie. Et maintenant que ma peau est démaquillée et propre, j'applique la papaye, le jus de la papaye, que je nettoie tout le visage. Comme si vous utilisez une lotion. Une lotion, voilà. Et les rides se prononcent aux pattes doigts, c'est-à-dire là, le naogénien, là, ici, et le cou. Quelquefois aussi les mains. Donc, je nettoie tout l'ensemble du visage. Au total, ça va faire le visage, le visage et le cou. Et puis voilà, d'accord. Voilà. Je nettoie le cou et le visage. Une fois nettoyé, je laisse sécher. On laisse sécher. Voilà, quelques minutes, on n'aura pas le temps de laisser sécher et tout. Quand c'est sec, je retire avec de l'eau, avec mon éponge. Avec de l'eau, hein, cette fois-ci. Avec de l'eau. D'accord. Voilà, je nettoie encore. Voilà. Et là maintenant, j'applique une crème très naturelle aussi, anti-rides, très efficace. Fait à base de quoi? À base de plantes. À base de plantes, oui, d'accord. Très très naturelle. Donc ça c'est votre petit secret. Où on peut la voir dans le commerce, cette plante? Bon, on peut la voir un peu partout, on peut la voir aussi chez moi. C'est-à-dire que si on demande, je veux une crème anti-rides à base de plantes il y en a tellement qu'il faut... À base de quelles plantes, justement? Bon, c'est des plantes... Je ne saurais vous dire le nom exactement, mais c'est des plantes, c'est naturel. Prenez ça comme ça. Ah non, ça va être difficile. Mais bon, la prochaine fois, essayez d'envoyer donc toutes les infos sur quel type de plantes, il y en a tellement. D'accord. Voilà, et cette crème aide la prolifération des cellules souches adultes qui sont sous la peau. Voilà, qui vont lutter. Donc la consommation, ça se complète. La papaye et cette crème. C'est-à-dire la papaye. Donc, juste après avoir nettoyé votre visage, voilà, démaquiller, nettoyer avec la papaye, nettoyer encore. Et j'applique maintenant ma crème sur l'ensemble du visage. Voilà, en les tapotant, tout doucement, sur tout le visage. Et cette fois, cette crème, sa particularité est très, très naturelle, comme je l'ai dit tantôt. Et ce traitement dévoile une peau plus lumineuse, plus lisse, et plus jeune. Et au bout de 7 jours seulement, vous commencez à voir les résultats. C'est sa particularité. 7 jours, les rides disparaissent? 7 jours, non, ça ne disparaît pas. Mais 7 jours déjà, c'est pour cela qu'avant de faire ce traitement, on demande de faire des photos. Parce qu'il y aura des photos avant, pendant et après. Donc, tu fais des photos de près pour bien voir les rides. Et après 7 jours de traitement. Donc, sûr et certain. Sûr et certain. Après... Et je pèse mes mots. Et je veux que vous venez faire... Voilà. Je veux que vous venez faire l'expérience. Donc, 7 voilà, jours pour après. Voir. 7 jours après le traitement, vous avez 9,15% de rides
de réduction des rides. 9,75%. Ça, c'est petit quand même un peu. Hein. Réduction de rides. C'est petit quand même. 14, c'est pas petit. C'est pas petit. Oui, allons tout doucement. Okay. Et 7 jours déjà, vous avez 17,45%. Et en 28 jours, 25,33%. Donc en fait, c'est une affaire de longue haleine. C'est une histoire de longue haleine en fait. Les crèmes que nous avons l'habitude de voir, les traitements de rides que nous avons l'habitude de voir, c'est de 1 an à 2 ans. Parce que ça va tout doucement. Surtout quand on n'a pas commencé tôt. Quand on n'a pas prévenu. C'est-à-dire tôt, c'est-à-dire... Normalement, 30 à 35 ans déjà, il faut commencer à prévenir les rides. Voilà. Maintenant, quand les rides sont déjà prononcées et que tu fais un traitement, peu importe le traitement, c'est lent. Là, c'est l'esthétique. Hein. Sinon, de façon chirurgicale, il y a des choses qui peuvent se régler, mais on est vraiment dans l'aspect esthétique et naturel. Voilà. Mais c'est traitement hommes et femmes. Hein. Oui, hommes et femmes. Voilà. Okay. Donc, voilà, à 28 jours, déjà, vous avez 25,35% de rides qui ont diminué, 30% plus d'humidité et 10% plus d'élasticité. Et ça, c'est vraiment magique. Déjà, rien qu'à vous voir, on a de l'espoir, Madame Makenjoula. Merci d'être venue. Merci, on rappelle que vous êtes conseillère esthéticienne et vous étiez là aujourd'hui. Vous êtes là tous les mercredis pour parler donc du traitement des rides. Voilà, il est donc 8 h en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, en tout cas pour ceux qui ont leur GMT. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Orokia Sissoko. Retrouvez-nous donc sur le www.rti.ci. Et vous pouvez aussi nous emmener un petit mail à matinbonheur1@rti.ci. Je suis Christelle Melège. Demain, Judith Assoumou reprend le relais de Rokia Sissoko. On se retrouve demain, vendredi et samedi, par la grâce du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. À demain.